L'adjectif lamentable n'est plus employé exclusivement par les économistes. Il est maintenant repris par les médias populaires, les spécialistes en tout genre, sans doute même ceux du domaine religieux avec un accent apocalyptique, et de plus en plus par le grand public. En fait, il semble que tout le monde se soit résigné à vivre dans un monde plus ou moins satisfaisant, où l'économie n'a pas connu de progression respectable 7 années après la grande récession. Les élans de la croissance et les prédictions optimistes qu'ils ont fait naître ont été brises à plusieurs reprises par de soudaines déconvenues, ce qui a considérablement éclairci les rangs du groupe des économistes. Alors, est-ce la réalité qu'il nous faut accepter? Devons-nous nous résigner à évoluer en permanence dans ce contexte de faible croissance? Vous l'avez remarqué, un sourire se dessine chez ceux qui affirmaient d'emblée que l'économie entrait dans une phase morose. Ils font désormais bonne figure car les données semblent leur donner raison et leur rang grossissent à la faveur du maintien d'une croissance poussive. Ils font partie du groupe souscrivant à la formule « ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez ». Ils observent les données, les mesurent en fonction d'arguments précis et conviennent que c'est tout ce que nous obtiendrons. De tous les arguments liés à l'état de l'économie mondiale, c'est sans doute le plus facile. Si les données s'orientent dans la même direction pendant un intervalle suffisamment long, alors elles décrivent forcément une nouvelle normalité. Les tenants de cette vision invoquent de multiples aléas, dont bon nombre font écho à la détérioration de la situation budgétaire, aux distorsions créées par une politique monétaire singulière, aux difficultés des banques et à la réglementation ensuite adoptée, au déclin démographique, à l'attitude de la nouvelle génération, aux craintes obstinées d'une récession et d'autres événements du genre, qui expliqueraient pourquoi la croissance tourne au ralenti. Ce point de vue suppose que ces contraintes suffisent à entraver le cycle économique. En vérité, le Canada s'est déjà trouvé en pareille situation lors de la reprise léthargique suivant la récession dans les années 90, un épisode dont on avait rendu compte par des explications compliquées s'inspirant de la nouvelle normalité. Pourtant, le Canada a orchestré une formidable remontée de la fin des années 90 à 2008. Une question centrale se pose alors. Le monde peut-il réaliser ce qu'un seul pays a su réussir? C'est là une façon de voir les choses. D'autres analystes, et nous sommes du nombre, soutiennent que malgré des fluctuations, le cycle économique n'a pas changé à une différence près. Cette fois-ci, les mouvements sont nettement exagérés et prennent des proportions bibliques. L'image renvoie en quelque sorte aux 7 années de vaches grasses avant la récession et aux 7 années suivantes de vaches maigres de faible activité. L'Égypte avait prévu le coup, si bien que Joseph avait trouvé le moyen de normaliser le cycle des millénaires avant 15. C'est sans doute ce qui leur avait permis de retrouver pied. Dans notre cas, malgré la présence des fondamentaux, le récent épisode de croissance est notre pire ennemi. Notre attitude de résignation et notre peur pourraient aisément nous condamner à rester dans un cycle psychologique dominé par une croissance en berne. Mais il y a une troisième explication possible. Dans le même temps, une révolution technique serait en train de s'opérer. Oui, elle est en marche depuis des décennies, mais les crises accélèrent l'utilisation des technologies de manière à bonifier les profits
quand l'économie ralentit. C'est sans doute la raison pour laquelle les entreprises ne parviennent pas à trouver les travailleurs qualifiés tant recherchés, alors que les travailleurs moins qualifiés semblent être légion. Voilà pourquoi on observe une disparité grandissante des revenus entre ces deux groupes et une dénonciation véhémente des inégalités à l'échelle mondiale. Le Brexit et l'élection américaine sont deux manifestations parmi tant d'autres d'une nouvelle frustration aux proportions mondiales. Les éléments formant ces trois points de vue conditionnent le dynamisme actuel de la croissance mondiale et alimentent le populaire débat de nature existentielle à propos de la trajectoire future de l'économie. Toutefois, ce qui est plus important encore, c'est de déterminer ce que cela signifie pour l'activité commerciale. Aux prises avec ce problème à la fois théorique et très concret, les entreprises de la planète sont placées devant un dilemme. Faut-il ou non investir? D'ordinaire, elles attendent que leur carnet de commandes atteigne un point critique, puis elles investissent pour garder la cadence. En l'absence d'une poussée de la croissance, ces entreprises peuvent s'adapter, faire des mises au point et réaliser des gains d'efficience, entre autres sans faire de grosses dépenses comme c'est habituellement le cas. Les profits sont au rendez-vous, mais elles hésitent beaucoup à les investir dans de nouveaux projets. Certes, il serait plus rassurant de suivre le mouvement général, mais cette mentalité d'hésitation collective empêche les fonds d'être utilisés pour tirer parti de débouchés porteurs. Cet environnement pose des difficultés, mais cela ne veut pas dire pour autant que les entreprises averties devraient cesser de sonder la planète pour y dénicher des affaires et des occasions lucratives qui, dans d'autres circonstances, seraient inaccessibles. Si l'orientation des fondamentaux correspond à notre analyse, ces occasions pourraient bien n'être jamais aussi nombreuses. Au bout du compte, peu importe la tenue de l'économie mondiale, il y a toujours des occasions à saisir. Pour le savoir, il suffit d'interroger les exportateurs canadiens ayant affiché cette année une croissance dans les 2 chiffres et pas pour la première fois. Quand les autres hésitent à investir, il est temps de chercher et de trouver ce qu'ils ne voient pas. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.